les charismatiques, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens en mode chroniqueuse parce que vous savez, Caris touche à tout là. De nouvelles choses pour cette année. Nous voulons vraiment aller toucher les sujets qui nous intéressent vraiment dans la société, sur la santé, sur les finances, sur les successions, la mort. Tout ça là, on veut vraiment outiller nos téléspectateurs à savoir qu'on ne vit pas pour vivre, mais nous devons vivre dans une société. Comment vivre et comment faire bien les choses. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu méconnu par certaines personnes, mais d'autres en connaissent aussi, mais nous voulons mettre cela, définir la chose. Donc les thèmes de cette émission, aujourd'hui, nous allons parler sur la drépanocytose. C'est un mot un peu compliqué, mais c'est quelque chose où maintenant en Occident nous vivons, il y a des choses qui arrivent, mais après nous ne savons pas comment les choses sont là, mais c'est certainement un background que nous n'avons pas bien suivi, ou les examens, surtout pour les futurs mariés ou les fiancés qui vont se marier et qui ne savent pas comment faire. C'est pour cela que Christ en Action encourage, conseille toujours de faire des examens avant de se marier. Parce que c'est génétique, ce genre de choses. Et nous savons que Dieu est Dieu. Et nous savons que Dieu est au-dessus de tout. Et nous n'avons pas peur de cela. Mais nous voulons outiller, faire connaître, définir la chose pour que nous ne tombons pas là-dedans. Des fois, on peut se dire, je ne suis pas SS, je ne suis pas ceci, cela. Ça se découvre quand on fait des examens approfondis. C'est à ce moment-là qu'on saura. Et pour éviter des malentendus, quand nous allons avoir nos enfants, après nous allons commencer à chercher qui est derrière toutes ces choses-là. Mais au contraire, c'est juste, c'est parce que notre sanguin ne correspondait pas avec notre partenaire qui est au-devant de nous. Donc voilà, alors sans plus tarder, j'ai sur le plateau le docteur Constant qui est vraiment quelqu'un qui s'est spécialisé sur ce sujet-là et nous croyons qu'il va être une bénédiction pour nous. Sans plus tarder, je vais vous introduire ma co-animatrice Émilie Yenot qui va entretenir ce sujet avec le docteur Constant. Alors, bonjour Émilie, bonjour docteur Constant. Je vous laisse le plateau et je vous reviens à la fin. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Alors, bonjour les charismatiques de Pasteur Suzy Ndelo First Grace. Pasteur Suzy First Grace, vraiment merci. Merci de co-animer, de me permettre de co-animer avec toi cette émission. Merci de me permettre d'être sur ton plateau, le plateau Caris, vitrine pour Christ. Alors aujourd'hui, nous sommes en mode chroniqueuse et nous allons aborder un sujet très pertinent de santé publique qui s'adresse effectivement à une diversité culturelle, à nos différentes communautés, mais aujourd'hui, avec le métissage qui caractérise notre nouveau monde, j'allais dire, il est pertinent de parler de cela et cela vous concerne. Cela te concerne. Alors, connecte-toi, like, partage. Partage si tu es en Amérique du Nord, on te salue. La famille Christ en Action te salue, toi qui es en Amérique du Nord. Partage si tu es aux États-Unis. Nous te saluons encore une fois si tu es aux États-Unis. Bonjour à l'Europe, bonjour à l'Afrique. Et si je vous ai oublié, ben, comme fait maman, hein, on vous embrasse, on vous aime, on vous envoie des cœurs. Et envoyez-nous aussi des cœurs pendant ce temps. Alors, je voudrais éventuellement vous introduire en fait ce sujet dont il est question. Nous allons traverser une série, ne vous inquiétez pas, nous aurons le temps vraiment de comprendre la problématique de santé publique dont il est question. Nous allons recevoir des personnes, j'allais dire expertes. Des fois, certains n'aiment pas qu'on les appelle des experts, mais comprenez que dès lors que vous travaillez sur un sujet, que vous vous documentez là-dessus, un tant soit peu pour le corps de Christ, par la puissance du Saint-Esprit, vous devenez
une sorte d'expert pour les uns et pour les autres. Donc permettez que je puisse appeler notre invité, le considérer du moins comme un expert dans le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. J'ai eu à connaître une personne qui est décédée à 25 ans de cette problématique. Je précise 25 ans parce que par rapport à cette problématique de santé, on pensait qu'au-delà, quand la personne atteignait 25 ans et plus, qu'elle ne pourrait pas décéder de cette maladie. J'ai également aussi été confrontée à des connaissances qui ont vécu des temps difficiles dans leur mariage, qui ont abouti à des divorces, à un divorce, parce qu'ils étaient rejetés par leur belle famille à cause de cette maladie. Et moi-même, pendant mon stage de fin de baccalauréat en biologie médicale, ma mère se fait insistante pour que je fasse un test qui me permettra de découvrir que je suis AS, qui confirme que je suis AS. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, vous savez que nous allons parler donc pendant cette série de la drépanocytose, aussi communément aussi appelée anémie falciforme. Donc, je ne suis pas seule, je suis avec effectivement mon expert, c'est un médecin de formation au Congo, Kinshasa. Actuellement, ici au Canada, à Montréal, il est dans le cadre du programme de maîtrise en sciences biomédicales de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il a décidé de poursuivre la recherche clinique au CHU, marié et papa de 2 garçons. Je salue son épouse. Papa de 2 garçons, il est également membre de Christ en Action Montréal. J'ai nommé le docteur Constant Kazadi. Bonjour docteur Constant. Bonjour Émilie, ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, ça va. Alors, bienvenue sur le plateau de Caris. Merci. Ça nous fait vraiment plaisir que vous ayez accepté l'invitation. Ouais. Je dis ça nous fait plaisir parce que vous et moi, nous avons des parents spirituels. Ouais. Donc, vraiment, bienvenue. Prenez vos aises. Merci. Vous êtes chez vous ici. Ouais. Et sans plus tarder, à vous la parole. Merci, merci Émilie merci pour l'invitation. Et c'est une marque de confiance pour l'invitation que tu m'accordes pour parler sur ce sujet qui me tient à cœur, l'anémie falciforme, qui constitue une réalité aujourd'hui. Et je pense que c'est opportun de pouvoir aborder ces sujets. Et non seulement pour la communauté chrétienne, mais toute la communauté multiculturelle. Mais avant d'aller peut-être plus loin, remercier le couple pastoral, pasteur Fofi, pasteur Suzy, merci. Merci pour votre mentorat, merci pour votre accompagnement. Et je pense que si aujourd'hui nous pouvons être assis, c'est grâce à votre onction, grâce à votre marque de confiance que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde encore longue vie. Et aussi dire merci à ma famille, mon épouse Sylvie, Amen, les enfants Noah et David. On fait coucou à Sylvie, coucou aux garçons. Qui nous accompagnent dans cette aventure. Merci Amen. à toi. Merci, merci beaucoup. Alors, j'ai oublié de me présenter. Ah, désolée, j'étais impatiente de présenter notre expert que j'ai oublié de me présenter. Alors, la sœur Émilie, mais comme on est en mode chroniqueuse, vous pouvez m'appeler Eyo, Émilie Imongo Yeno Wanga. Eyo. Alors, c'est ça. On rentre dans le vif du sujet. Donc, nous parlons de drépanocytose. Pouvez-vous nous définir ce qu'est la drépanocytose? Merci pour la question. Et simplement, la drépanocytose ou l'anémie falciforme est une maladie génétique de l'hémoglobine. Donc, ou en d'autres termes, on a une anomalie dans la production de l'hémoglobine qui est à la base de tout ce tableau clinique. Donc, qui dit anomalie de l'hémoglobine, je veux dire que génétiquement, c'est une mutation. Une mutation qui est ponctuelle, qui est unique, c'est-à-dire que ce n'est pas une seule fois, et qui entraîne
cette mutation au niveau du gène fait que le gène qui est responsable de la production, de la fabrication de l'hémoglobine, du fait qu'il y a une mutation, on aura une production d'une hémoglobine qui est anormale, qu'on appelle hémoglobine S. Donc, simplement, c'est ça qu'on appelle anémie falciforme ou drépanocytose. Alors, pour le commun des mortels, j'allais dire, pourquoi falciforme? Parce que l'hémoglobine, pouvez-vous nous décrire en fait quelle est la forme, j'allais dire, d'un bon globule rouge en santé et d'un globule rouge qui a donc subi cette mutation génétique? Oui, c'est une bonne question. En fait, le globule rouge, c'est une cellule, c'est une cellule sanguine, une cellule qui joue un rôle dans le transport de l'oxygène. Exact, et, oui. Dans ses constituants, l'hémoglobine est la protéine la plus importante ou l'élément le plus important de globule rouge. Et généralement, le globule rouge a la forme biconcave, donc qui permet de fixer l'oxygène. Vous dites la forme biconcave? Oui. Ok. C'est quoi? C'est un peu incurvé, oui, dans le centre? Oui. Ok. Donc, sans doute que la régie pourra nous aider en nous présentant une image pour que les gens comprennent un peu mieux. Mais... Donc, une forme normale de globule rouge. Alors, lorsqu'il y a mutation, parce que nous avons dit la drépanocytose est une maladie génétique. Donc, lorsqu'il y a mutation au niveau du chromosome 11, alors au niveau du chromosome, nous avons des gènes qui sont responsables dans la synthèse de l'hémoglobine, donc dans les conditions normales. Et ce gène qui permet la synthèse de chaînes qu'on appelle, il y a l'alpha-globine, il y a les bêta-globines, et ce sont ces chaînes bêta-globine qui constituent l'hémoglobine. D'accord. Alors lorsqu'il y a mutation, donc, et dans la drépanocytose, c'est une substitution, c'est un remplacement au niveau des nucléotides. Donc, il y a un remplacement d'un acide aminé par un autre acide aminé. Et ce remplacement ou cette substitution unique entraîne automatiquement un changement de conformation. Est-ce que quand vous parlez des acides aminés, donc de ce changement de ce petit acide aminé, est-ce qu'on pourrait imaginer un collier pour que les gens puissent s'imaginer comment ça se passe génétiquement? Est-ce qu'on pourrait s'imaginer un collier de perles et en fait, il y a donc un changement, si je comprends bien, dans une de ces perles-là. Oui. L'acide aminé représente une de ces perles-là et à partir de là, ça transforme la cellule, le globule rouge, le fameux globule rouge. C'est-à-dire que lorsque on remplace une perle qui normalement devait être à sa place au niveau de la 6e position, mais elle est remplacée par une autre perle. D'accord. Et ce remplacement ou cette substitution fait que la synthèse, on aura une hémoglobine non pas normale, mais une hémoglobine en forme S. D'accord. Donc, d'où fossile en français ou cycle en anglais. Donc, c'est ce que fait on a aujourd'hui anémie falciforme. Parce que l'hémoglobine prend la forme d'un fossile. Voilà. Ok. Bon, ben on va se coucher plus intelligent aujourd'hui, tout simplement. Et donc, l'hémoglobine est donc en forme de fossile, donc elle est déformée. Oui. Qu'est-ce que ça provoque chez l'être humain? Alors, cette déformation perturbe la fonction de l'hémoglobine qui est le transport de l'oxygène. D'accord. Donc, ce qui fait qu'on aura un défaut dans le transport de l'oxygène, plutôt dans le transport de l'oxygène de poumons vers les tissus. Ok. Parce que l'oxygène par les poumons doit être amené au niveau des tissus pour le fonctionnement de l'organisme. Mais dans l'hémoglobine qui a une forme qui est anormale, on aura des difficultés à transporter l'oxygène des poumons vers les tissus. D'accord. Qui sera comme un déclencheur de plusieurs manifestations cliniques. D'accord. Ok. C'est bien clair comme ça. Et j'aimerais savoir, en fait, docteur Constant, qui sont les personnes touchées par cette maladie? Qu'est-ce que cela représente à l'échelle mondiale? Parce que je disais tantôt que c'était une problématique de santé publique pertinente parce qu'elle touche effectivement plusieurs personnes ou plusieurs pays dans le monde. Sous le plan cartographique, on sait que c'est plus en Afrique subsaharienne où nous avons la plus grande prévalence
de l'anémie falciforme ou de la drépanocytose. Mais bien sûr, on a aussi une prévalence qui est non moindre au niveau du pourtour méditerranéen, au niveau de l'Afrique du Nord et au niveau de l'Europe, mais aussi en Inde où nous avons une prévalence beaucoup plus importante. Mais c'est dû à quoi? Est-ce que ça veut dire que nous, les Africains de l'Afrique subsaharienne, on a pris nos pieds et puis on s'est pointé en Inde? Je ne m'imaginais pas que ça pouvait être en Inde. Hein. Oui, mais c'est une mutation aussi spécifique. Une mutation spécifique au niveau de cette partie, de cette région, qui entraîne peut-être pas plus, on parlerait du terme du syndrome drépanocytaire majeur. Dans ce syndrome, nous avons beaucoup de formes de drépanocytose. Donc là, c'est une mutation qui est spécifique, qu'on ne rencontre pas en Afrique. Mais en Inde. Donc, et c'est dû au mariage. Et oui, bien sûr, comme c'est une maladie qu'on verra dans le mode de transmission, comment ça se transmet pour que nous puissions voir la manifestation de cette maladie. Ok, d'accord. Donc ça peut toucher... excusez-moi, allez-y. C'est plus en Afrique, parce que nous sommes dans spécifiquement pas de la drépanocytose. Donc c'est une maladie spécifiquement ou spécialement dans l'Afrique, donc de la race noire entre guillemets, on n'est pas stigmatisé. Donc... parce que c'est là que nous avons la plus grande proportion. D'accord, ok. Parfait, mais merci beaucoup. Et ça touche autant hommes, femmes, jeunes, du moment en fait que tu as... Indépendamment de l'âge, indépendamment du sexe. Oui. Donc, c'est comme dans le mode de transmission de la maladie, c'est une maladie qui est autosomique, Oui. C'est-à-dire, c'est au niveau, nous avons 22 paires de chromosomes, qu'on appelle autosomes, et des chromosomes sexuels. Donc, cette anomalie, on ne la retrouve pas au niveau du chromosome sexuel, mais au niveau du chromosome des autosomes. Qui définissent le gène, donc, en fait, en règle générale. Que c'est indépendamment du sexe. D'accord. Donc, ce n'est pas qu'on touche sur le chromosome X ou sur le chromosome Y. Je pense que là, si on nous dit ça, oui. Donc, ça ne se retrouve pas sur le chromosome X ou sur le chromosome Y. C'est une maladie qui est liée à l'X, donc c'est indépendamment du sexe, indépendamment de l'âge. Mais peut-être pour revenir par rapport à la prévalence, parce que nous sommes en Amérique du Nord, ici c'est plus l'effet migratoire. D'accord. Donc l'effet migratoire qui a augmenté le nombre de cas. Par exemple au Canada, on est autour de 5000. 5000 cas? Oui, de répertoriés d'anémie falciforme. Mais je suis que peut-être le nombre est sous-estimé. Au Canada ou au Québec? Au Canada. Et plus de 100 000 cas aux États-Unis. Donc, c'est plus l'effet migratoire avec tout ce qui est encore mariage mixte. Donc, ça fait que le nombre de cas augmente au Canada. Au niveau du Québec, on est autour de 1500, je pense. Mais peut-être de 1500 cas. Théoriquement. Donc, je ne saurais pas vous donner un chiffre exact, mais c'est autour de 1500 des cas. Donc, aujourd'hui, la science évolue et je pense qu'on aura peut-être dans les jours, les années, de chiffres beaucoup plus précis sur la prévalence de l'anémie falciforme au Québec. Voilà. D'accord, mais merci beaucoup, ça nous éclaire. Et de quelle façon, donc, j'ai peut-être un peu devancé, mais de quelle façon la maladie s'attrape, de quelle façon, du moins, elle se propage? Vous avez donné une portion de la réponse, mais je veux vous permettre d'aller un peu plus en profondeur. C'est là toute la compréhension de la maladie. Donc, je l'ai dit, c'est une maladie de transmission récessive. C'est-à-dire, ça prend la transmission des deux parents. D'accord. Il faut que les deux parents soient porteurs. D'accord. Qui dit porteur, c'est que lorsque quelqu'un a cette mutation, lorsque la personne a une mutation, lorsque quelqu'un a une mutation, et qu'on a l'hémoglobine S, donc je suis porteur de cette anomalie, je suis porteur de cette anomalie. Alors lorsque je me mets en union avec une autre personne qui porte la même anomalie ou le même trait, donc
Ça fait qu'en ce moment-là, nous avons la possibilité, ou 50%, si nous on fait les calculs, donc 50% d'avoir des enfants SS et 25% d'avoir des enfants AS. Là, vous me rappelez, docteur Constant, mon vieux cours de sciences de la vie et de la terre, où il fallait faire un petit carré pour savoir en haut quand l'homme donne, quand la femme donne, quelles sont les possibilités de combinaison génétique qu'on peut avoir en fait. Oui, c'est ça. Tantôt à l'introduction, tu donnais un cas de quelqu'un qui est porteur, qui est AS, donc il est porteur du trait. Oui. Il n'est pas malade. Oui, ça c'est mon cas. Ça c'est important de le préciser. Oui. Donc un AS n'est pas malade. Il ne développe pas la maladie. Sain. Donc exact. Il est porteur de ce gène qui est muté. Et ce sont des personnes qui vivent normalement, aucune complication. Je vous le confirme, hein. J'ai aucune complication. Je suis en santé par la grâce de Dieu. Maintenant, lorsque dans les croisements, dans la transmission, lorsque je donne, au lieu de donner le A, parce que c'est AS, l'hémoglobine A qui est, c'est l'hémoglobine normale. Oui. L'hémoglobine S, c'est l'hémoglobine qui est anormale. Lorsque je donne le S qui est anormal, je transmets le S à ma descendance. Lorsque mon partenaire donne le S, ce qui fait que nous avons un enfant qui reçoit de ses deux parents le gène qui est muté, le S. Ok. Donc, ça fait il est SS. Il est SS, donc il peut développer la maladie. Donc on l'appelle techniquement homozygote. Donc il a les deux traits. Mais si je donne le A et que l'autre partenaire donne le S, donc on s'entend que l'enfant sera AS, donc l'enfant sera porteur, mais il n'est pas malade. Donc c'est ça la transmission. Donc ça prend obligatoirement que les deux parents soient porteurs pour que la maladie se manifeste. Donc si l'un des parents est AA, donc il n'y a pas une mutation, donc ça ne pose aucun problème pour les enfants. Ce qui était d'ailleurs le cas, je préfère juste parler de moi, pas parce que je suis narcissique, mais pour ne pas offusquer ou blesser qui que ce soit, parce que c'est une maladie effectivement de santé publique, mais qui engendre, comme je l'ai dit dans l'introduction, des situations des fois pas faciles à vivre pour les parents, mais pour permettre aux uns et aux autres de nous comprendre, de comprendre ce que vous disiez. Donc, moi, je suis AS parce que mon papa était AA et que ma mère, elle aussi, elle est AS. Exact. Et elle le savait. C'est pour ça qu'elle m'a mis la pression pour dire « va faire ton test, va faire ton test ». Voilà. Donc, elle savait qu'elle était AS et elle voulait savoir éventuellement quel était mon état. Je vais dire ça comme ça. Donc c'est une maladie. Donc, si on comprend la transmission, automatiquement, on va dans les différentes formes du syndrome drépanocytaire. C'est-à-dire qu'il y a des formes homozygotes, donc SS. Il y a des formes qui ont le trait, des personnes qui ont le trait, mais qui ne sont pas malades, des porteurs sains. Donc AS, donc dans le langage courant dit AS, ils ne sont pas malades. Il n'y a pas une stigmatisation à faire et c'est important, il n'y a pas une crainte à faire, mais au moins on sait que je suis porteur d'un gène qui est muté. Et il y a aussi des formes hétérozygotes composites. Donc dans le cas du syndrome drépanocytaire majeur, c'est-à-dire au-delà de la mutation que j'ai au niveau de chaîne de la bêta-globine, mais il y a aussi une autre mutation qui s'ajoute, donc hétérozygote composite. Hétérozygote composite. Par exemple, les S-bêta-thalassémiques, les bêta-thalassémiques 0 ou plus, ainsi de suite. Il y a les alpha-thalassémies. Donc, il y a les SC. Les SC, donc, ce sont des hétérozygotes composites, les SC. Ce sont des formes qui forcément n'ont pas un tableau clinique majeur. Voilà. Ok, d'accord. Intéressant, intéressant. Alors, donc, nous retiendrons en fait qu'il peut y avoir
de manière schématique pour que nous tous nous puissions comprendre et avancer un peu plus en profondeur dans le sujet. Nous pouvons avoir des cas de homozygote, SS, hétérozygote, AS, et aujourd'hui, moi, ce que j'ai appris avec vous, hétérozygote composite, en l'occurrence, un des phénotypes qui serait le SC. Donc, on verra effectivement au fur et à mesure à quel type de syndrome ou comment se manifeste éventuellement la maladie. Alors, encore une fois, je me fais peut-être insistante, mais Caris Vitrine pour Christ, c'est pour vous. En mode chroniqueuse, c'est pour vous. Caris Presents, c'est également pour vous. Nous sommes à votre service derrière First Grace. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à caris@christenaction.com. Si vous avez un témoignage, si cette émission, au travers du Docteur Constant, vous a édifié, vous a permis de pouvoir comprendre éventuellement une situation que vous traversez, nous aimerions recevoir, recueillir vos témoignages par caris@christenaction.com. Et c'est dans cette optique-là, en fait, que nous nous alignons et que le visionnaire nous a demandé de pouvoir parler de ce genre de sujet-là, en fait, pour pouvoir prévenir, pour pouvoir sensibiliser autant l'Assemblée de Dieu à Christ en action, mais encore une fois, parce que cette émission est vue par-delà les frontières, pour pouvoir vous sensibiliser, vous. Parce qu'encore une fois, on est né de nouveau, mais il faut savoir comment prier, j'allais dire. Ouais. Il faut pouvoir avoir l'information. Le pasteur Fofi dit souvent que si tu as la mauvaise information, en fait, tu deviens déformé. Je paraphrase. Ouais. Mais dépendamment de la nature de l'information, elle a tendance à te donner une forme. Ouais. Et j'allais dire, pour ce qui est de la prière, à t'orienter dans une prière efficace, dans une prière qui est ciblée et qui est en phase aussi avec la parole de Dieu. Oui. Donc, d'où l'importance, en fait, d'aborder ce sujet-là, de pouvoir prévenir, de pouvoir ouvrir aussi le sujet, je pense. Oui. Et tranquillement, pas vite, on abordera aussi la question de la sensibilisation qui m'est très chère, comme vous. Mais je voudrais savoir, à quel âge se déclarent les premiers symptômes? C'est une bonne question. Je pense lorsque l'enfant naît, par rapport au profil de l'hémoglobine, nous avons l'hémoglobine F. L'hémoglobine F qui est beaucoup plus en termes de pourcentage et qui protège encore cet enfant jusqu'à 6 mois de la manifestation de la maladie. Donc, un enfant qui est né, normal, bonne santé, mais c'est parce que l'hémoglobine F, qui est normal, qui favorise un bon transport par rapport à l'oxygène. Donc, aucune manifestation encore. Donc, c'est à ce stade de fois que c'est difficile de savoir si mon enfant est malade ou pas, parce que jusqu'à 6 mois, l'enfant est comme protégé. C'est pourquoi aujourd'hui, on a tout ce qu'il y a comme prévention. C'est pour quand les parents ont l'information, donc plus tôt on prend en charge. Mieux on n'attend pas que l'enfant présente les manifestations pour aller consulter. Mais quand on a l'information, on sait anticiper, parce que le principe est celui-ci, un dépistage précoce, une prise en charge précoce. Et quand vous parlez de dépistage, quel est le test que l'on fait pour pouvoir se dépister? Parce que moi, je n'ai pas voulu vendre la mèche. Je préfère que l'expert lui-même vous dise quel est le test que l'on fait pour pouvoir dépister effectivement cette hémoglobine. C'est une bonne question. Peut-être pour compléter par rapport aux manifestations de la maladie. Donc, après l'âge de 6 mois, donc l'hémoglobine F diminue. D'accord. Diminue sensiblement. Donc, la forme adulte, donc la forme A, l'hémoglobine A augmente en termes de pourcentage. Donc, si l'enfant a, par exemple, vous êtes AS, donc ce n'est qu'un trait. Donc, vous ne pouvez pas développer la maladie. Mais si l'enfant, par contre, est SS, donc le taux de l'hémoglobine F
va diminuer. Oui. Donc le taux, ce qui fait que les manifestations commencent déjà à partir de cet âge. D'accord. Commencent déjà à partir de cet âge parce que on se rappelle, hémoglobine S, on a des difficultés du transport de l'oxygène des poumons vers les cellules. Donc il y a une perturbation au niveau du fonctionnement de l'organisme. D'accord. Donc c'est là ça que veut nous dire... avons les premières manifestations qui commencent à se manifester. Ok. Mais un élément important dans les manifestations cliniques, c'est que lorsque, pour un enfant qui est homozygote, qui est SS, donc le taux de l'hémoglobine S est très important, on a une diminution de la capacité à pouvoir fixer l'oxygène et à le transporter vers les tissus. D'une part, on a toutes ces complications, mais aussi ce qui fait que cette forme homozygote fait que l'hémoglobine S va créer un ralentissement au niveau du flux parce que le fait qu'il a une forme anormale, cette forme anormale va créer des anomalies au niveau cellulaire, au niveau moléculaire, au niveau même vasculaire. Ça va comme ça. En fait, pour moi-même, pour mieux comprendre et aider les auditeurs aussi à comprendre, on reprend l'image du collier de perles. Donc, si la petite perle, une des petites perles a été changée et qu'elle a une forme en fossile, ben, quand elle passe dans les petites pailles de nos corps, hein, les pailles, les vaisseaux sanguins, à ce moment-là, ça peut boucher. Oui. Ok. Alors, ça bouche au niveau des extrémités. Ok. Et quand ça bouche au niveau des extrémités, donc il y a... Extrémités, mains et pieds? Oui, au niveau des extrémités. D'accord. Alors, l'élément déclencheur, c'est que lorsqu'on est en présence d'une hypoxie, c'est-à-dire qu'il y a manque d'oxygène, d'accord. Cette hypoxie va déclencher tout ce mécanisme. Ce qui fait que l'hémoglobine S va se polymériser. Donc, il y a une polymérisation, c'est-à-dire fabrication des fibres, des polymères, qui vont créer une rigidification de l'hémoglobine. Ok. La formation de la forme fossile. Et ça fait que cette déformation va empêcher le sang de circuler normalement. D'accord. Qui vont aller se boucher au niveau des extrémités. Donc, ça va entraîner toutes sortes de crises, que ce soit en termes de l'anémie hémolytique. Donc, il y a une augmentation de la destruction de globules rouges. La durée de vie d'un globule rouge est de 120 jours, mais elle est réduite à au moins autour de 30 jours pour un globule rouge falciforme. D'accord. Donc, ce qui fait que la durée de vie diminue sensiblement. Alors, il y a une augmentation de la destruction au niveau de la rate qui est à la base de cette anémie qui est hémolytique chronique chez le drépanocytaire. Non seulement qu'on a une anémie, mais aussi on a des crises de douleur. On a des crises de douleur qui constituent une urgence médicale la plus importante aujourd'hui. Et des visites médicales fréquentes parce que ce sont des douleurs avec lesquelles il faut vivre et ce n'est pas facile. Donc déjà à partir de 6 mois, on a ce tableau qui commence à se dessiner, d'où peut-être on parlera de la prévention. D'accord. Mais merci beaucoup. Donc je réitère, j'ai appris, ou du moins j'ai révisé mes notions de santé. Donc un globule rouge normal vit 120 jours. Tandis qu'un globule rouge en forme de fossile, il dure 30 jours. Fait que ça peut rendre effectivement le quotidien compliqué si nous n'avons pas suffisamment d'oxygène ou si le petit bébé de plus de 6 mois ou de 7 mois commence effectivement à avoir de la difficulté à voir ses organes correctement être irrigués en fait. Donc, c'est important d'être au courant de ces choses, bien aimées. Et j'espère vraiment que, comme moi, vous prenez des notes. Et donc, c'est ça, je vous demandais, docteur, en mode prévention, quel est le test qui est utilisé pour pouvoir savoir que nous sommes AS ou SS? Alors, tout est parti de la prévalence de la maladie. Vu le nombre de cas et le nombre de décès, au niveau mondial, au niveau international,
la plupart des pays, déjà dans les années 1970 aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qui fut quand même le premier à mettre en place ce programme de dépistage néonatal. Et après, la France qui a emboîté le pas, et en Outre-mer. Et maintenant, déjà, on est en train de travailler pour l'universalisation, je ne sais pas si c'est sûrement existe, hein, oui. Pour rendre universel le dépistage. Néonatal. Oui, oui. Alors, ici au Québec, c'est d'abord, il y a eu en 2013, par un projet pilote, et en 2016, on a rendu systématique donc le programme de dépistage. Parce qu'il y a deux types de dépistage. Il y a le dépistage ciblé et le dépistage universel. Donc, on a un dépistage qui est ciblé. Ciblé, c'est qu'on cible les communautés à risque. On sait que c'est plus la communauté noire, donc c'est ciblé. Donc, ce n'est pas systématique dans les centres hospitaliers. Mais aujourd'hui, au Québec, après 2016, donc le programme il est systématique pour tout enfant né au Québec à un dépistage. Donc, dans les 3 et 4 jours après la naissance, donc on procède à un dépistage néonatal. Donc, bien sûr, avec le consentement des parents. C'est ce que je m'apprêtais à vous dire. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Est-ce qu'ils me préviennent quand ils vont aller faire la... Ok, c'est bon, ils vont faire la prise de sang à mon enfant, mais ils me disent... Ils préviennent les parents de quelle est la batterie de tests qui est effectuée sur mon enfant. Parce qu'on s'entend, hein, on ne veut pas prendre notre sang pour faire n'importe quoi. Là, je titille un peu. Non, mais même avant la naissance, on informe la mère du pourquoi ou de l'importance du dépistage néonatal. Le dépistage, ici au Québec, il n'y a pas que l'anémie falciforme, il y a la fibrose kystique. C'est important. Il y a d'autres pathologies qu'on essaie aujourd'hui dépister plus tôt et prendre en charge de façon plus efficace. Alors, les parents sont informés et doivent consentir. Donc, si les parents refusent à consentir, bien sûr, il y a un formulaire qu'il faut écrire, il faut signer pour dire non, on ne consent pas. D'accord. Mais ça a toutes ces conséquences si on découvre que l'enfant a la maladie et que finalement, on a référé l'enfant au niveau des programmes tard. Donc, pour nous, référer un enfant tôt, c'est 0 à 6 mois. Et même ailleurs, c'est 0 à 3 mois. C'est encore tolérable. On peut encore aller jusqu'à 6 mois. Mais après 6 mois, c'est une référence tardive. OK. Une référence tardive parce qu'il y a déjà des premières manifestations. Et comme c'est une maladie chronique, donc, ça fait que la prise en charge en arrière, elle est lourde. C'est un traitement au long cours. Donc, ça devient délicat aussi pour les parents. Et c'est là que je pense que l'un des objectifs de l'émission, c'est de sensibiliser toute la communauté par rapport à ça. Pour dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons 2 bras dans la prise en charge. Il y a la prévention, il y a la curation, il y a la prévention et un traitement curatif. Mais c'est plus dans la prévention que nous gagnons, c'est plus dans la prévention que nous avons des effets. Et juste pour dire qu'aujourd'hui, quand même au niveau du Québec, on a des centres qui prennent en charge de façon efficiente et tous les enfants, que ce soit ceux qui sont nés au Québec ou ceux qui sont nés hors Québec. Dont les parents ont immigré. Les parents ont immigré et qui ont été référés. Et comme vous le savez, en Afrique, s'il faut parler du diagnostic, comme on le sait, le dépistage néonatal n'est pas forcément systématique. Et des fois, c'est les parents, on découvre la maladie à un stade très avancé. Et donc, une prise en charge tardive. Et lorsque les parents ou les familles immigrent ici, donc les enfants sont souvent référés à un âge beaucoup plus avancé. Donc, on s'entend que la prise en charge, elle est efficiente, elle est pas mal lourde, mais on a des bonnes structures ici qui accompagnent très bien les enfants. Des fois, je ne sais pas, les gens n'acceptent pas, ou ce que les gens refusent de comprendre la nécessité. La nécessité, c'est cette maladie en termes de qualité de vie. Et
ça a un impact. Elle est lourde. En termes de qualité de vie, c'est une maladie qui est quand même lourde financièrement, émotionnellement et physiquement, autant pour la personne qui a la maladie que pour les membres de la famille qui accompagnent. Moi, je crois que Dieu est à la fois dans le préventif et dans le curatif. Amen. Explique-moi ça. Pour une préventionniste comme moi, là, tu vas me faire ma leçon. Dieu est à la fois dans le préventif, dans le sens où Dieu peut permettre que tu aies l'information. Amen. Pour que ça change un comportement. Il est dans le préventif. Il permet que tu aies l'information. Oui. L'information est un pouvoir. Oui. J'ai l'information, j'en prends conscience. Je donne un exemple. On dit c'est l'ignorance qui tue. Je sais que dans ma famille, il y a beaucoup de cas de diabète. Il y a beaucoup de cas de diabète. Donc, on s'entend, c'est que est-ce qu'il y a une prédisposition génétique? Je ne sais pas. Est-ce que je ne sais pas? Donc, mais comme j'ai l'information que dans ma famille, il y a beaucoup de cas de diabète, peut-être que moi, je ne suis pas diabétique, mais est-ce que je suis porteur? Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc, ça me permet de modifier mon comportement. Je vais faire attention à mon alimentation. Je vais faire du sport. Je vais faire du sport, ainsi de suite. Dans la famille, j'ai une soeur, j'ai un frère qui est mort d'un cancer, un cancer de sein, un cancer. C'est une information pour moi. Dans le sens de dire, écoutez, juste pour donner un cas, un pasteur, la femme est morte d'un cancer de sein. Elle a des filles, donc en ce moment-là, ça prend que, est-ce que mes filles peuvent être dépistées? On a l'information que dans la famille, il y a eu des cas de cancer, donc ça prend qu'au moment, parce qu'il y a des règles, ça dépend du pays, que pour les dépistages. Donc je me fais dépister, j'ai l'information. Quand je dis Dieu est dans le préventif, Dieu peut permettre qu'on anticipe des complications futures. Mais peut-être que par ignorance, je ne savais pas, je n'avais pas l'information. Peut-être je suis le premier à manifester, à développer la maladie. Parce que ça arrive que dans la famille, il y a des prédispositions, mais je suis le premier à manifester la maladie. En ce moment-là, pour les autres, pour mes enfants, les enfants de mes enfants, donc ils seront dans la prévention pour dire, écoutez, dans la famille, on a tel cas, ça prend une prévention. Et même plus loin, il y a des découvertes qu'on dit fortuites, où on découvre, parce qu'on faisait autre chose, on est allé pour autre chose. Pour un check-up. Oui, puis on découvre que non, il y a une anomalie, il y a un taux qui est augmenté pour ça. Oui. C'est là que je dis, Dieu est dans le préventif. C'est important parce que des fois, vous savez, Dieu exauce la prière, mais Dieu peut voir que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, je peux souffrir d'une maladie dont le traitement est lourd. Dieu peut permettre que j'ai maintenant l'information que, attention, j'ai tel problème, j'ai telle situation, donc je me comporte conséquemment par rapport à ça. Donc Dieu, il est dedans. Et comme tu dis tantôt, Dieu nous donne la paix de pouvoir, non seulement il peut permettre que l'information soit fausse, pour dire non, il n'y a rien madame, c'est correct, mais il peut y avoir qu'effectivement il y a quelque chose. Si effectivement il y a quelque chose, en ce moment-là, Dieu veut que je développe une attitude maintenant face à la situation. Yes. Je crois que c'est une réalité, ce n'est pas une vérité, Amen. mais j'ai l'information. Et des fois, l'information, pour vous, peut-être ça n'aura pas une incidence, mais peut-être que je sais tenir compte que quand j'aurai mes enfants, à tel âge, je dois veiller sur ça, je dois contrôler sur ça, je dois faire attention à ceci, je dois faire. Donc Dieu prévient ma génération. Dieu protège ma génération par l'information qu'il me donne aujourd'hui. Il est bon. Oui, c'est ça. Il est bon et il est amour. Et vous disiez que Dieu est dans le curatif. Dans le curatif, c'est que la maladie déjà manifeste. On est dans une situation où la réalité est là. L'enfant développe un tableau de drépanocytose. C'est une nouvelle qui est lourde pour les parents. Il y a déjà les premiers signes qui se manifestent, la prise en charge qui commence, des fréquences aux urgences, des fréquences à l'hôpital. Dieu est dans le curatif. C'est-à-dire que Dieu est capable de restaurer la santé de l'enfant parce que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Donc, il est dans le curatif. Tout comme il est. Mais le but de l'émission, moi, je pense, c'est plus, on veut amener Dieu
Que les gens comprennent que le Dieu du préventif. Oui, nous nous positionnons avec le Dieu du préventif. Absolument. Mais quand nous disons que Dieu est dans le préventif, c'est qu'en agissant tôt, je préviens certaines complications. Mais quand des fois les parents vont dire non, ils vont laisser, c'est faux. Il n'y a pas ce cas-là dans la famille. Et 6 mois après, on commence à voir des complications. C'est là que ça devient lourd pour les parents en termes de visite à l'hôpital. Mais aujourd'hui, quand même, on a des centres qui ont une prise en charge très, très efficace. Donc, ça ne devait pas poser de problème. Donc, il n'y a presque pas de cas de décès. Donc, mais nous, c'est plutôt dans la prévention que les parents agissent tôt, que les parents aillent dans les centres plus tôt, qu'on commence plus tôt la prise en charge, et c'est bénéfique pour les parents et pour l'enfant et pour les parents. C'est vraiment bénéfique. Ben, merci beaucoup, Dr Constant. Donc, en fait, nous retenons aujourd'hui que nous parlons de drépanocytose, le terme scientifique qui est l'anémie falciforme. On aura appris finalement aujourd'hui qu'on peut être homozygote SS, on peut être hétérozygote AS, donc considéré comme porteur sain. La nouveauté que j'aurais apprise, c'est qu'on peut être aussi hétérozygote composite. Composite, tout simplement que l'anémie falciforme est combinée à une autre problématique de santé que l'on pourra éventuellement développer dans nos futures séries. Et nous retenons également que un âge décisif pour pouvoir voir les symptômes en fait de cette drépanocytose, de cette maladie, c'est autour de 6 mois. Avant 6 mois, votre enfant peut être protégé par ce que l'on appelle l'hémoglobine F, comme vous nous avez expliqué, mais l'hémoglobine fétale, F pour fétale. Mais au-delà de ces 6 mois, eh bien, on commence éventuellement à voir une manifestation de cette maladie. Pourquoi? Parce que, comme l'a expliqué le docteur Constant, le globule rouge, il est en forme de fossile. À ce moment-là, il peut y avoir quelques petits bouchons dans les veines, dans le système veineux de notre enfant ou du jeune enfant. Et on peut ressentir des problématiques au niveau des extrémités, que ce soit les pieds, que ce soit les mains. Docteur Constant, c'est bien ça. Et le moyen de pouvoir, encore une fois, être alerte et être informé, c'est de dépister, c'est de faire votre électrophorèse. Une électrophorèse qui est faite quand vous êtes célibataire, avant même de penser à vous marier. Ça, c'est important. Moi, j'étais célibataire quand ma mère m'a imposé cela. Donc, quand vous êtes célibataire, ne vous dites pas, c'est pas pour moi. Non, 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 non. Ça vous concerne. Ça vous concerne. Allez faire votre électrophorèse. Et si effectivement vous êtes fiancé, si vous êtes marié, on vous suggère, si vous ne l'avez pas encore fait, de faire cette électrophorèse-là. Nous avons 2 types de dépistage. Le dépistage ciblé, le dépistage universel. C'est bien ça, docteur Constant? Alors, docteur Constant, vous êtes un homme de science, mais je sais que vous êtes également un homme de foi. Par rapport à cette problématique, que dit l'homme de foi? Peut-on guérir? Oui. Ah bon? Dieu guérit. Amen. Quel que soit le nom de la maladie, que ce soit héréditaire ou non, que ce soit non héréditaire, Dieu guérit toute forme de maladie. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Point. On n'a pas dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris d'eux. On commence à énumérer les noms de maladies. Donc, si la Bible n'avait pas cité le nom d'une maladie, on s'entend, c'est que Dieu aurait de la difficulté à guérir la maladie. Mais comme la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Dans le cadre de l'anémie falciforme, nous croyons que Dieu est capable de guérir. En d'autres termes, Dieu est capable d'aller modifier toute anomalie au niveau du gène et de restaurer
les fonctions de l'organisme. Donc nous croyons que Dieu guérit. C'est pourquoi j'ai dit Dieu est dans le préventif. Là, c'est le côté scientifique qui parle. Croyons que Dieu aujourd'hui a donné aux gens de l'intelligence. Qu'ils soient chrétiens ou pas, Dieu a donné aux gens de l'intelligence. Et aussi, Dieu peut permettre que tu sois dans ce genre de pays pour bénéficier de certaines structures que dans ton pays d'origine, tu n'aurais pas. Et pourquoi ne pas considérer ça aussi comme une grâce, une faveur de Dieu, pour que d'emblée, j'aille consulter, j'aille prendre de l'information et comment se comporter en conséquence. Amen. Donc, si on est déjà dans l'étape de la manifestation de la maladie, nous croyons qu'aujourd'hui, par la prière, Dieu guérit. Mais quel que soit le stade, quelle que soit la forme du syndrome drépanocytaire, Dieu guérit. Amen. Oui. Amen. Mais merci beaucoup pour cette parole de vie, pour cette parole d'espoir, pour cette parole d'enseignement. Nous avons appris en votre présence. J'espère vous revoir au deuxième épisode parce qu'il y aura un deuxième épisode. Restez connectés sur notre chaîne YouTube de www.christenaction.com. Restez connectés également donc sur la plateforme de Charis, Vitrine pour Christ. Et je redonne la parole à notre tendre maman, Pasteur Suzy First Grace. À vous la parole. De retour sur le plateau Charis. Alors, je dis merci à notre invité spécial, Dr Constant Kazadi. Et merci à ma très chère Émilie, vous avez été formidable. Donc ça, ce n'est qu'une série qui commence, donc je dirais série numéro 1, c'est ça. Donc on vient de commencer quelque chose, il y aura deuxième partie, la troisième partie, certainement on reviendra maintenant avec des exemples concrets des personnes qui vivent cela ou qui ont vécu cela. Ça sera vraiment un atout pour vous informer de tout ce que vraiment cette maladie comporte. Donc là, vraiment, j'ai dit merci de tout mon cœur de ce que ça a été éclairci. La première partie, on a parlé vraiment, on a démystifié comment je vais dire ça, ce qui est comme méconnu, on a compris les définitions des choses et puis on a parlé aussi du volet spirituel. Comment est-ce qu'on peut se tenir devant cette maladie? Oui, c'est une maladie, des fois les gens disent que c'est incurable, mais moi, devant mon Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Tout est possible à celui qui croit. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Et moi, je crois à la grâce de la guérison sur ces plateaux. Dès que nous déclarons des choses, moi, je crois que Dieu est en action derrière sa parole pour l'accomplir. Et nous croyons toujours, au-delà de nos capacités, au-delà de nos limites, au-delà de la science. Mais il y a une science qui ne ment jamais, qui ne fait pas acception des personnes, c'est la science de Dieu. Et notre Dieu guérit encore aujourd'hui. Et je crois que ce soir, pendant que vous suivez cette émission, mettez votre foi en action. Allez avec cette foi. Mettez Dieu à l'épreuve. Il a dit, mettez-moi à la sorte à l'épreuve, vous verrez. Ce n'est pas seulement pour l'argent, mais pour toute situation. Et moi, je crois que ce Dieu-là est toujours là pour toucher les cœurs disponibles. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, c'est vraiment quelque chose où ça nous tenait à cœur parce que nous sommes arrivés, oui, seuls, mais nous nous marions, nous mettons ensemble avec quelqu'un d'autre d'une autre famille, mais nous devons savoir toutes ces choses parce que nous ne voulons pas que nous voyions toujours derrière toute situation qu'il y a un sorcier, il y a comme quelque chose qui n'est pas correct, mais des fois, c'est juste l'information qui nous manque. Et j'aimerais vraiment attirer votre attention à la prochaine émission. Ne manquez pas, je veux dire, parce qu'on parlera vraiment des choses concrètes. Il y aura des personnes qui vont témoigner qu'ils ont vécu cela ou qui sont en train de vivre cela et comment Dieu est en train de les fortifier, de les faire sortir de cette situation. Merci toi qui as été là, merci toi qui as suivi. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à mettre ça sur toute plateforme, peu importe, pour que les gens soient outillés de cette situation que des fois qui sont méconnus de nos vies. Alors, pour terminer, je vais lancer une prière.
Je veux faire une prière pour toi qui me suis. Tu as suivi du début jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Mais maintenant, là où tu es, si tu as un enfant, toi-même tu vis cette maladie, mets ta main sur ta poitrine. Je vais prier et toi tu reçois. Père de gloire, je te bénis parce que c'est toi qui donnes l'intelligence et la sagesse. Tu as créé les hommes. Tu leur as donné l'intelligence d'être les médecins, d'être des scientifiques. Merci pour cela. Mais au-delà de ça, nous savons qu'il y a Dieu qui a créé toutes choses. Seigneur, toi qui as permis que ces personnes existent et vivent sur cette terre. Et pour le moment, ils traversent cette maladie. Je prie. Toi, le Dieu qui connaît toutes choses, qui guérit toute maladie, je prie que ta main guérissante puisse toucher leur système sanguin, que le Seigneur puisse toucher les muscles, le cœur, tous les systèmes sanguins, qui fait que cette maladie soit toujours là. Au nom puissant de Jésus, je les détruis à la racine. À partir de la racine, je viens détruire tout ce qui fait que cette maladie persiste encore dans le nom puissant de Jésus. Je neutralise, je paralyse au nom puissant de Jésus. Le sang précieux de Jésus, que le sang qui est comme infecté, que le sang de Jésus remplace ce sang-là au nom puissant de Jésus. Le sang pur, le sang saint de Jésus puisse sanctifier ce sang afin que ce sang soit éclairci, soit propre au nom puissant de Jésus. Reçois là où tu es dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Voilà, je suis à la fin. Tout ce que je peux déclarer, que la grâce et le bonheur de notre Seigneur Jésus vous accompagnent tout au long de cette saison de nouvelles choses. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, demeurez bénis. Je vous aime beaucoup. Nous allons rentrer dans les choses sérieuses.